Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur la leishmaniose. Tout naturellement, je vais commencer par vous proposer un plan. Donc on commencera par une définition, puis on parlera de l'historique de la leishmaniose, de son épidémiologie. On va s'appesantir sur le parasite, sur le vecteur, le cycle biologique, la clinique, le diagnostic, le traitement et on terminera par la prévention. Il faut dire que la leishmaniose est une maladie parasitaire à l'origine d'affections cutanées ou viscérales très invalidantes qui peuvent être mortelles lorsqu'elles ne sont pas prises en charge médicalement. On parle le plus souvent de leishmaniose au pluriel pour la simple raison qu'elle est due à différents parasites du genre Leishmania et qui sont transmis par la piqûre d'insectes appelés les phlébotons. Il faut dire que, en termes d'historique, le parasite Leishmania fut découvert par Sir William Leishman en 1900 dans des frottis de la rate. Et en 1903, Charles Donovan identifia le même parasite dans une biopsie de rate et le parasite fut nommé Leishmania donovani en associant le nom du premier au nom du second. La forme amastygote du parasite est communément appelée corps de Leishman-Donovan. D'un point de vue épidémiologique, il faut dire qu'on estime à environ 12 millions le nombre de personnes infestées par les différentes espèces de leishmaniose ou de leishmanie en 2000. Il y a une incidence d'environ 600 000 cas déclarés chaque année et on estime qu'il serait plutôt entre 1,5 à 2 millions dans les 88% selon les données de l'année 2000 de l'Organisation mondiale de la santé. Il faut dire que Leishmania et le VIH sont fréquemment associés dans certaines régions, surtout dans le bassin méditerranéen, dans des pays comme l'Espagne, l'Italie, la France, le Portugal, mais aussi des pays de l'Amérique du Sud, à savoir le Brésil et dans certains pays de l'Afrique. Qu'en est-il du parasite? Quelle est sa forme? Il faut dire que le parasite est du phylum de Euglonozoa, du sous-phylum du Kinotoplasta et de la classe des Trypanosomatidés, de l'ordre des Trypanosomatidae et de la famille des Trypanosomatidae. Bien qu'il y ait un genre appelé Leishmania, on différencie deux sous-genres, le genre Leishmania et le genre Viania. Le genre Leishmania est dimorphe. Il peut se présenter sous la forme amastygote lorsqu'on le rencontre dans les macrophages de certains vertébrés comme le chien, mais aussi l'homme. Et on peut le trouver sous forme de promastygote libre dans l'intestin du phlébotome. Il faut dire que la forme amastygote avec le privatif A, ça veut dire que c'est la forme où il n'y a pas de flagelle qui est retrouvée dans les macrophages des vertébrés qui sont infestés, alors que la forme promastygote est la forme qui est flagellée, qui elle, on va la retrouver dans l'intestin du phlébotome, et c'est cette forme qui est la forme infestante. Donc, comme on dit, il vaut mieux voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Donc là, nous avons la forme promastygote avec son flagelle, son noyau, l'appareil de Golgi, la mitochondrie et puis tout naturellement le kinotoplaste qui se trouve à la base du flagelle. Donc c'est cette forme qu'on rencontre surtout dans le tube digestif du phlébotome et c'est la forme infestante. Quant à la forme amastygote, c'est la forme sans kinotoplaste, autrement dit, ou plutôt c'est la forme sans flagelle, mais là aussi, comme c'est un protozoaire, on observe très bien le noyau, le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, la mitochondrie et le kinotoplaste. Donc là, c'est la forme amastygote
qu'on rencontre dans les cellules, en particulier les macrophages, qui sont la lignée blanche. Et nous constatons bien qu'on distingue bien la cellule, on distingue le noyau et il n'y a pas de cytoplasme. Je dis de cytoplasme, il n'y a pas de flagelle. Et là, c'est la forme promastygote qu'on rencontre surtout dans le tube digestif du phléboton. Et là, nous constatons bien qu'il y a le noyau, il y a la forme allongée du parasite. On reconnaît bien ce cytoplasme et le flagelle. Parlons à présent du vecteur. Il faut dire que ce protozoaire flagellé est transmis par un vecteur arthropode, qu'on appelle aussi la mouche des sables ou le phléboton. Et ce phléboton va infester des vertébrés comme le chien et principalement les mammifères dont l'homme. Il cause une panoplie de manifestations cliniques allant d'affections cutanées qui se résorbent d'elles-mêmes à des manifestations viscérales qui sont de fois fatales, avec des exacerbations inflammatoires causant des graves défigurations. Donc, pour ce qui est du vecteur, il faut dire que c'est un diptère, autrement dit, il a une paire d'ailes. Il est minuscule, il fait environ 2 à 5 mm. Il est jaunâtre, bossu. Il a des ailes avec des poils et les ailes ont une forme de V. La femelle est hématophage et elle a une activité vespéro-nocturne. Les différents stades du développement de ce vecteur sont les œufs, la larve, les nymphes et la nymphe après le phénomène de nymphose va donner l'imago qui est le vecteur adulte. Pour ce qui est des gîtes, les différents types de gîtes dans lesquels on peut trouver des phlébotomes sont surtout les recoins humides, ombragés, les terriers, les cabanes, qui sont des lieux où, après le repas sanguin, ils vont se réfugier pour bien digérer le sang. Donc là aussi, nous avons une image d'un phlébotome. Par contre, ici, nous avons les différents stades. Là, il y a le phlébotome adulte. Là, il y a les œufs. Les œufs appelés éclosion vont donner la larve. Et puis, les larves vont subir une nymphose. Et c'est de la nymphose que sortira l'imago. Il faut dire qu'il y a aussi d'autres formes de contamination qui ne sont pas essentiellement vectorielles. En effet, chez les toxicomanes, la transmission est possible lorsqu'il y a des échanges de seringues sans pour autant qu'il y ait des désinfections. Il faut dire aussi qu'il y a des voies transfusionnelles et la voie congénitale qui peut jouer un rôle. Toutefois, cette transfusion et cette contamination par voie transfusionnelle et par voie congénitale est rare ou bien elle est peu fréquente. Parlons à présent du cycle biologique du parasite. Il faut dire que c'est un cycle qui fait intervenir deux hôtes. Il y a le vecteur qui est le phlébotome et il y a l'hôte qui est l'homme ou le chien. L'homme est contaminé par la piqûre du phlébotome femelle. Les formes infestantes sont les formes promastygotes avec leur flagelle. Dans le derme de l'homme ou dans le derme du chien contaminé, les promastygotes sont digérés par les macrophages et ils perdent leur flagelle pour devenir des formes amastygotes qui se multiplient intensément. Donc les cellules qui les hébergent peuvent ensuite se localiser dans différents tissus ou dans différents organes et en fonction des facteurs qui sont propres à l'hôte et à l'espèce de leishmanie, cela peut provoquer différents symptômes propres à la maladie. Et c'est ainsi que la personne qui est contaminée lors d'un repas sanguin sur un hôte, le phlébotome va ingérer les macrophages contenant le parasite. Et dans le tube digestif du phlébotome, la mastygote se transforme en promastygote. Autrement dit, la forme non flagellée se multiplie et donne des formes flagellées. Donc les promastygotes se multiplient par scissiparité et ensuite ces formes vont migrer vers les pièces buccales du phlébotome et contaminer ultérieurement l'hôte qui peut être soit l'homme, soit le chien. Et comme on dit, vaut mieux voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons l'homme, là, nous avons le phlébotome. Dans le tube digestif du phlébotome, il y a la forme flagellée, autrement dit la forme promastygote. Après,
piqûre du phlebotomes, les macrophages vont digérer le parasite et le parasite va perdre son flagelle et il va se mettre à se multiplier dans les macrophages. Et bien là, nous voyons bien que les macrophages éclatent. Et puis, lorsque notre phlébotome va piquer la personne contaminée, il va absorber dans le sang les macrophages. Et puis, dans le tube digestif du phlébotome, les formes amastygotes vont se mettre à se multiplier et donner plusieurs formes qui sont, elles, munies de leur flagelle. Ce sont les formes promastygotes et ce sont elles qui sont les formes infestantes. C'est le même processus qui va se passer aussi chez le chien. Donc il faut dire que la leishmaniose, c'est une maladie qui est commune à l'homme et au chien, mais ce n'est pas une zoonose. Qu'en est-il de la clinique de la leishmaniose? Il faut dire qu'il y a 3 types de leishmaniose. Il y a la leishmaniose viscérale qu'on appelle la maladie de Kala-Azar. C'est elle qui est mortelle lorsqu'elle n'est pas prise en charge. Elle est due surtout à Leishmania donovani, Leishmania infantum et Leishmania chagazi. Leishmania infantum est retrouvée autour de la Méditerranée, alors que Leishmania chagazi est retrouvée au niveau du Nouveau Monde. Pour ce qui est de la leishmaniose cutanée, elle est localisée, elle peut être localisée ou elle peut être diffuse. La leishmaniose cutanée est due à Leishmania tropica et à Leishmania major. Quant à la leishmaniose cutanée muqueuse, elle est due surtout à Leishmania mexicana et à Leishmania brasiliensis. Très certainement une forme de leishmaniose qu'on rencontre au Mexique et au Brésil. Comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons un enfant atteint de la maladie de la Kala-Azar, autrement dit de la leishmaniose cutanée. Et là, s'il y a quelque chose qui frappe, c'est surtout l'hypertrophie des organes digestifs, en particulier le foie, la rate, mais aussi les ganglions. Là aussi, il y a un décubitus dorsal et nous constatons très bien la ptose de l'abdomen chez ce jeune enfant atteint de la leishmaniose viscérale. Donc il faut dire que les cas humains sont sporadiques et le réservoir principal est le chien. En effet, après une période asymptomatique de durée très variable, les manifestations apparaissent et les différents signes cliniques sont les suivants. On observe une fièvre qui s'élève progressivement, une augmentation du volume de la rate, une augmentation du volume du foie, les ganglions deviennent réactionnels, on observe de l'anémie, une fatigue et une augmentation de la fréquence cardiaque, qui est très naturellement une augmentation compensatrice due à l'anémie. En absence de traitement, la forme viscérale évolue le plus souvent vers le décès. Ils sont répartis dans le pourtour méditerranéen et dans certaines provinces chinoises, tout comme des provinces d'Amérique latine. En dehors de la forme viscérale, il y a la forme cutanée. Et là, nous avons la leishmaniose cutanée localisée. Chez ce patient, elle est localisée au niveau du cartilage concochien de l'oreille. Et la leishmaniose cutanée est due à Leishmania tropica, Leishmania major, Leishmania guyanensis, Leishmania peruviana et Leishmania mexicana. Vous entendez tout naturellement le nom du pays dans lequel ces leishmanies ont été mis en évidence, comme en Guyane, comme au Mexique ou en Pérovie, si j'ai bonne mémoire. Il y a la leishmaniose cutanéo-muqueuse. Elle est due à Leishmania brasiliensis, comme son nom l'indique, très certainement observé dans la région du Brésil. Et là, vous avez une atteinte non seulement de la peau, mais aussi et surtout de la muqueuse, soit du nez, soit autour de la bouche. Il faut dire que c'est la forme la plus répandue. Elle provoque des lésions ulcéreuses dans le corps qui apparaît des semaines ou des mois après l'infestation. Elle guérit spontanément en quelques mois, laissant des cicatrices particulièrement inesthétiques.
La maladie peut passer à la chronicité sous la forme de leishmaniose viscérale avec atteinte de la rate ou atteinte du foie. Il faut dire que la leishmaniose est l'une des causes connues de la splénomégalie, autrement dit de l'hypertrophie de la rate. Lorsqu'elle est diffuse, la leishmaniose produit des lésions cutanées étendues qui ressemblent à celles de la lèpre et sont particulièrement difficiles à traiter. Donc là, nous avons la leishmaniose diffuse. C'est ce qu'on appelle la leishmaniose cutanée diffuse. Elle est due à Leishmania amazonensis en Amérique du Sud et à Leishmania éthiopica en Afrique de l'Est. Qu'en est-il du diagnostic? Tout naturellement, le diagnostic va se poser et il faudrait faire un diagnostic selon que nous ayons en face une leishmaniose cutanée ou une leishmaniose viscérale. Parlons tout d'abord de la leishmaniose cutanée. La période d'incubation ou la période asymptomatique précède l'apparition des signes qui sont des lésions ulcéreuses creusées au niveau de la peau. Ces lésions guérissent généralement après plusieurs mois, mais elles peuvent cependant laisser des cicatrices qui sont très visibles, ce qui est très inconfortable, particulièrement chez la gente féminine, lorsqu'elle se retrouve avec des lésions sur le visage. Donc là, nous avons ce qu'on appelle le bouton d'Orient, donc avec un aspect ulcéro-croûteux. Donc, tout autour, vous aurez des croûtes. Au beau milieu, vous aurez une zone de suintement. Et tout autour, vous avez un liséré réactionnel. Là, nous avons la leishmaniose cutanée lipoïde. Donc, c'est un patient. Là, nous avons l'arête nasale. Là, nous avons les fosses nasales. Là, il y a les yeux qui sont cachés. Et là, nous avons cette leishmaniose cutanée lipoïde. Là, nous avons la leishmaniose cutanée nodulo-papuleuse. Donc, il y a juste un nodule ou une papule qui est assez caractéristique. Là, nous avons la leishmaniose cutanée avec une extension lymphatique. Donc, voilà la lésion, mais vous constaterez que les canaux lymphatiques sont réactionnels et on se retrouve comme s'il y a une ramification qui vient au niveau de la plaie. Pour ce qui est du diagnostic, après l'appel sur les signes cliniques, il y a tout naturellement le diagnostic de confirmation biologique. Donc pour cela, on peut faire un examen microscopique. L'examen microscopique, ça peut être pour l'histologie avec une coloration au May-Grunwald-Diemsa. On peut aussi faire de la culture sur des milieux spécifiques tels que le milieu Nicole Novi McNeil et le milieu de Schneider. Dorénavant, ou plutôt de nos jours, il y a des réactions qui sont beaucoup plus faciles, particulièrement avec la réaction de polymérisation en chaîne, où il y a des primers qui sont très spécifiques, qui permettent de mettre en évidence l'infestation par les leishmanies. Le prélèvement et le produit du grattage des bords de l'ulcération. On peut aussi faire des biopsies au punch dans la zone non ulcérée. Donc là, nous avons une microscopie et au sein de la microscopie, on constate bien les cellules, les leishmanies avec l'absence de flagelle, mais un noyau assez caractéristique et un cytoplasme. Donc là, nous avons une copie histologique et tout naturellement, on observe assez bien les leishmanies. Parlons à présent du diagnostic de la forme viscérale. Pour ce qui est de la forme viscérale, il y a d'abord des arguments biologiques de présomption. C'est ainsi que lorsqu'on fait le bilan sanguin et qu'on constate qu'il y a une pancytopénie, autrement dit qu'il y a une réduction aussi bien de la lignée rouge, de la lignée blanche et des plaquettes, on peut émettre une suspicion. À cela peut s'accompagner d'une hypergamma-globulinémie, autrement dit la gamma-globuline augmente et on peut observer aussi des syndromes inflammatoires.
Aux arguments biologiques peuvent se rajouter des arguments sérologiques. C'est ainsi qu'on peut mettre en évidence, grâce à des réactions d'antigènes ou des réactions d'anticorps, ce qui nous permet de confirmer l'infestation. Il y a enfin des arguments parasitologiques de certitude. Donc pour cela, il faut faire des prélèvements et ensuite il faut faire la microscopie sur frottis après la coloration afin de confirmer la présence de ces protozoaires. Qu'en est-il du traitement? Là aussi, le traitement va varier selon que nous soyons en face d'une leishmaniose cutanée ou d'une leishmaniose viscérale. Dans le cas de la leishmaniose cutanée, on fait des injections intralésionnelles de dérivés antimoniens. Il y a des traitements topiques à base de la paromomycine. Il y a aussi des traitements parentéraux par des substances comme la pentamidine. Mais de nos jours, si j'ai bonne mémoire, certains recommandent d'utiliser la chloroquine. Il y a aussi une substance injectable dont le nom m'échappe, mais je me rappelle aussi, c'est le glucantime si j'ai bonne mémoire. Voilà. Oui, injection de glucantime. Pour ce qui est de la leishmaniose viscérale, on utilise l'antimoine pentavalent. On peut utiliser aussi l'amphotericine ou bien la miltefosine. Ce n'est pas mon domaine d'expertise, je ne vais pas m'attarder, ça relève du cadre de la médecine humaine. Pour ce qui est de la prévention, on peut prévenir la pathologie en ayant des actions sur les réservoirs, en particulier chez le chien. Donc l'atteinte des réservoirs sauvages est illusoire, mais par contre pour ce qui est des animaux de compagnie, on peut faire en sorte de les traiter correctement. On peut aussi éliminer les vecteurs, autrement dit les phlébotomes. Cette stratégie est beaucoup plus efficace et on peut faire la pulvérisation intradomiciliaire d'insecticides à effet rémanent, ce qui permet de réduire de façon significative la densité vectorielle. Donc, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de ce module qui est relatif à la leishmaniose. Il y a une image qui a sauté, c'est la leishmaniose chez le chien. Et en tant que vétérinaire, même si ce cours est destiné aux étudiants de la faculté de sciences, il faut dire que chez le chien, la leishmaniose est caractérisée d'un point de vue clinique par une atteinte de la queue, je dis de la queue, de la peau. Il y a aussi un autre symptôme qu'on appelle les symptômes des lunettes. En effet, tout autour du visage, et en particulier autour de la paupière des yeux, vous aurez l'impression que le chien a deux lunettes. À cela s'ajoute aussi un autre symptôme qu'on appelle le symptôme d'onychogrypose. Autrement dit, le chien aura tendance à avoir des ongles ou des griffes qui sont de longueur inestimable. Et ce mot d'onychogrypose me rappelle mon professeur Jean-Louis Pangui. Et je lui souhaite une bonne santé. Je sais qu'il y a l'âge, qu'à cela ne tienne. Et merci aussi pour la formation qu'il nous a dispensée. Sur ce, je vous remercie. On se donne rendez-vous à la prochaine fois.